À la une ce soir, plusieurs habitations et un restaurant inondés ce week-end à Sainte-Marie. Il s'agit d'une conséquence du passage de l'onde tropicale hier en Martinique. Nos équipes se sont rendues sur place pour faire le bilan au lendemain de l'épisode pluvieux. Pas de fête municipale au Gros Morne pour les 2 prochaines années. La décision a été officialisée aujourd'hui par le maire. Les finances de la commune seraient au plus bas et il a fallu trancher. Plus que 15 jours avant les premières épreuves écrites du baccalauréat, l'heure est aux dernières révisions intensives pour les lycéens. Plusieurs méthodes sont appliquées pour obtenir le fameux sésame pour les études supérieures, vous le verrez. Enfin, le parcours du Tour des Yoles Rondes de Martinique a été présenté ce matin. Le temps fort des grandes vacances est prévu du 30 juillet au 6 août prochain. 24 embarcations devraient y participer cette année. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Le réveil a été plutôt compliqué ce matin dans la commune de Sainte-Marie. Au lendemain d'une onde tropicale qui a traversé notre île, le restaurant de la distillerie Saint-James a dû faire le bilan des inondations qui l'ont frappé. Plusieurs autres habitations ont subi le même sort. Jean-Marc Dabreux et Guy Raphaël René se sont rendus sur place. Regarde. Grosse frayeur pour cette habitante du quartier derrière Morne à Sainte-Marie. Au lendemain des intempéries, elle constate cet éboulement à proximité de son habitation. En 32 ans de présence, c'est du jamais vu. Je crois que cette année, il y a eu 2 tremblements de terre. Alors la terre s'était déjà fissurée une première fois. Et puis la seconde fois, là, ça a commencé à descendre un petit peu plus. Alors c'est là le gros problème. Une coulée de boue s'est déversée en contrebas. Ici, tout a été nettoyé. Il y a d'autres dégâts que vous avez eus, non? Non. Ailleurs? Et la visite des services techniques de la mairie est plutôt rassurante. Parce qu'il y avait une arrivée d'eau de toiture qui a provoqué l'éboulement que vous voyez. Cette eau a été canalisée un peu plus loin. Et donc, pour l'instant, tout danger était garanti. Maintenant, il faudra effectivement surveiller, savoir si le talus se stabilise. Un peu plus loin dans ce même quartier, cette riveraine garde en mémoire l'inondation d'hier. On ne voit même pas puisque à peu près comme ça. Hein. Puisque l'eau même est entrée. L'eau même est entrée ici là. Alors donc un petit peu plus. L'eau est montée jusqu'à 10 cm sur sa terrasse. Et malgré la levée de l'alerte météo, ce barrage de sable et de parpaing reste en place. Justement parce qu'ils ont dit aujourd'hui peut-être qu'il y aurait eu de la pluie. Alors c'est pourquoi les gens ont été prendre du sable auprès de la mer et ont charroyé des briques pour descendre pour mettre le barrage. Dans le bourg de Sainte-Marie, ce restaurant a repris du service. Hier, la salle était complètement inondée. 300 personnes attendues pour la fête des mères ont dû être décommandées. Et on était en alerte jaune, on savait quand même qu'il allait pleuvoir, mais on ne pouvait jamais imaginer qu'on aurait eu autant de pluie et encore moins qu'on aurait pu être inondé en cette belle journée de dimanche. Conséquence, 35 000 à 40 000 euros de pertes en chiffre d'affaires et dégâts. Un représentant de la Chambre de commerce est venu donner quelques conseils pour les dossiers d'indemnisation. Nous venons à la rencontre des chefs d'entreprise déjà pour évaluer les dégâts, nous assurer qu'ils ont mis en place tous les éléments pour pouvoir redémarrer l'activité. Et si ce n'est pas le cas, les accompagner techniquement pour qu'ils mettent en place des démarches vers leur assureur afin d'obtenir toutes les indemnisations nécessaires. Au lendemain de l'inondation, la vie a repris son cours à Sainte-Marie. Il ne reste que quelques traces des fortes pluies et le soleil est revenu. Autre mauvaise nouvelle du week-end, les automobilistes martiniquais ne respectent pas vraiment le code de la route. Les contrôles routiers de ce long week-end de l'Ascension ont révélé 246 excès de vitesse, 30 contrôles d'alcoolémie positifs, 90 non-ports de la ceinture, 20 permis de conduire retirés et 60 véhicules immobilisés. C'est officiel, les finances de la commune du Gros Morne sont au plus bas et le maire a annoncé qu'aucune fête municipale ne pourrait y être organisée pendant les 2 prochaines années. La décision a été plutôt bien acceptée par les habitants mais accueillie en demi-teinte par les élus de l'opposition. Voyez les précisions de Louis Sabas.
La place des fêtes restera vide en juillet prochain. La municipalité veut faire des économies, une décision qui semble être approuvée par une majorité de Gros-Mornais. Je comprends que pour une partie de la population, que ça peut manquer. Mais s'il y a un problème budgétaire au niveau de la commune, c'est un peu normal que le conseil municipal puisse annuler. Je suis entièrement d'accord avec le maire. S'il n'y a pas de sous, pourquoi faire la fête? Parce qu'ils vont augmenter ce déficit. Je pense que c'est une décision assez sage, dans la mesure où c'est le constat qu'il y a passé dans l'argent dans la caisse. Donc c'est une façon ou l'autre de faire des économies. Pas de fête communale cette année, ni l'année prochaine d'ailleurs. La municipalité doit faire face à un déficit de 2 millions d'euros. S'ajoute à cela un encours de dette de 700 000 euros par an, le prix du fonctionnement des services et la diminution des aides de l'État. Dans ces conditions, difficile d'honorer ces factures, alors l'heure est aux économies drastiques. Il faut faire des économies. Et faire des économies, il faut aller là où véritablement ce n'est pas vital. Et aussi, fête patronale, fête de quartier, eh bien, c'est des mesures que nous avons décidé de supprimer 2017-2018. Et puis, en même temps, les associations, voir avec eux, quand ils ont des manifestations, essayer de se donner la main pour faire des projets communs, au lieu de faire trop de manifestations en même temps qui nous écartent, qui nous éparpillent, qui nous coûtent très cher. Annuler une fête patronale, c'est en moyenne 55 000 euros d'économiser. Mais du côté de l'opposition, il s'agit d'une erreur. Le problème est tout simplement dû à une mauvaise stratégie de l'équipe en place. J'ai conseillé au maire de ne pas payer le soi-disant déficit des transports qui nous coûterait 375 000 euros par an à verser à Cap-Nord. Il n'a pas voulu m'écouter. Deuxièmement, il a une grosse opération, une espèce de foire pour les métiers du bois. Je lui ai dit que ça coûte 191 000 euros. Alors ça ne m'étonne pas qu'il ait des difficultés de gestion et que maintenant là, il soit acculé à ne pas faire la fête patronale. Personnellement, je pense que c'est une erreur. C'est un moment où les Gros-Mornais en vacances et ceux qui sont au pays se rencontrent et font avancer la commune. Pour le maire, pas question d'augmenter les impôts. Et pour faire face aux difficultés, il compte sur une ligne de trésorerie stricte, de l'emprunt et d'une rentrée de fonds des cofinanceurs de près de 2 millions d'euros, ce qui apporterait à la ville une bouffée d'air frais. Dernière ligne droite avant les épreuves écrites du baccalauréat. L'heure est bien évidemment aux révisions pour les lycéens. Chacun sa méthode pour être fin prêt pour le grand jour et obtenir le fameux sésame pour les études supérieures. Alvin Courcy vous présente quelques méthodes. Regarde. Après une année en terminale ES et 12 de moyenne générale, Jade appréhende le début des examens. C'est isolée dans un studio qu'elle a décidé de réviser pour mettre le plus de chances de son côté. Je stresse. Je pense qu'on me fait tout le monde, mais après il faut avoir l'envie et si on a l'envie, la détermination, ben, on peut réussir. Je m'y suis prise il y a 2 mois à peu près et puis sérieusement il y a 1 mois, donc je me suis isolée de tout, donc sans télé, sans amis, sans rien, donc voilà. En plus de ces petites fiches de révision, elle a trouvé d'autres subterfuges pour retenir au mieux ses leçons. Il faut, je pense, prendre des vitamines, des déstressants, des trucs qui nous préparent, magnésium, etc. pour être en forme et ne pas être en mode dormeuse, avoir la niaque. Si certains s'isolent comme Jade entre 4 murs, d'autres préfèrent la bibliothèque chez le Cher. C'est un endroit calme. Je sais que chez moi, je travaille pas de manière assidue en fait, toujours tentée par les télés, tout ça. Donc du coup, je voulais vraiment être dans un endroit où je puisse être à fond sur les révisions, etc. Et ça a payé puisque j'ai bien avancé. Mais pour réviser, d'autres lycéens préfèrent être en groupe, une solution qui permet de s'encourager les uns les autres dans ce moment de stress. On va dire que les révisions en groupe m'aident parce que par exemple, si j'ai besoin d'un conseil, enfin je peux leur demander et je peux avoir leur avis, plus ou moins. Est-ce que ça t'aide à te concentrer aussi? Oui. Chez moi, je ne révise pas aussi bien. D'une certaine façon, le fait d'être entouré de camarades qui vont passer le même examen que moi, ça aide d'une certaine façon à mieux gérer le stress, à être plus apaisé aussi, d'une certaine façon. Peu importe la manière, les élèves espèrent tous obtenir leur baccalauréat pour tenter de dépasser les 87,6% de réussite de l'année dernière sur notre île. Résultat, le 5 juillet prochain.
Direction la Guadeloupe maintenant, avec une nouvelle mobilisation des ouvriers de la banane. En grève depuis le 18 mai dernier, ils ont durci le mouvement ce matin en bloquant un rond-point à Capesterre-Belle-Eau. Ils entendent obtenir les mêmes avancées que ceux de la société Bois Debout qui, eux, avaient obtenu près d'1 million d'euros de dommages et intérêts. Voyez ce reportage de Jacques Canval et de Moïse Dexter. Tout sera venu de la condamnation de l'entreprise Bois Debout par les prud'hommes à payer aux salariés près d'1 million d'euros avec en prime une obligation de les mensualiser. Du coup, les autres ouvriers du secteur ont décidé de pousser les feux pour que l'accord trouvé à Bois Debout soit applicable à toutes les exploitations. Depuis le 18, nous entrons en grève. Et grève en nous, sont bitin qui réagissent parce que nous commandons patron en nous. Et on bitin que yo même yo refusé baillon et malgré ni de certaines plantations qui a signé yo même yo baili mais ni des patrons qui refusé yo dit comme ça pas qu'à concerner yo. Et nous commandons mais comment ça fait-il ça qu'a concerné Dormois et il pas qu'à concerner les autres plantations et pourtant monsieur Dormois c'est lui qui plus grand planté en Guadeloupe. Alors c'est pourquoi qui fait nous là nous commandons patrons à respecter signature à préfet là et l'autre signature aussi pour le respecter parce que si le préfet l'a signé, il signe pour tout le monde. Les autres propriétaires pour leur refusent de s'asseoir autour d'une table pour négocier, ce qui a le don d'agacer les grévistes qui disent en substance pourquoi ceux de Bois Debout ont réussi avec force barrage routier et pas nous. Nous là dans la rue là, nous attendons une réponse à ces messieurs parce que nous voulons entrer sous table de négociation pour négocier. Pour nous, ça va décider. Parce que nous-mêmes, décisions, nous en la rue là. Parce que nous ne savons pas pour combien de temps. Parce que nous ne pouvons pas dire ça, nous ne faire ça, nous ne pouvons pas faire. Mais si c'est pour nous morts, nous sommes morts en la rue là. Parce que cause nous sommes cause qui juste. À part vous dire, nous commandons ces messieurs. S'il vous plaît, nous demandons ces messieurs, ça va voler nous. De filtrant ce matin, le barrage est devenu progressivement hermétique car les ouvriers ont dans le viseur l'interruption pure et simple de l'exportation de la banane. Depuis on contenait passer, s'il passait à vide, nous allons laisser passer. Mais depuis, il n'y a pas de banane à bord, nous ne pouvons pas laisser passer. Et si on voit qu'il passe aussi, il porte banane, tout ça qui concerne les bananes, nous ne pouvons pas laisser passer. Ah, mais pourquoi? Parce que c'est pas. Et si nous en la rue là, patron qui a coupé banane, il a fait banane parce qu'il n'a pas respecté nous. Alors nous voulons aussi tout, nous qui travaillons, c'est nous-mêmes qui mettons l'argent dans la poche à ces patrons. Il faut respecter nous en tant que travail parce que nous ne sommes pas esclaves. Pas de date de discussion, pas d'interlocuteur, pas d'initiative en perspective. La crise de la banane semble partie pour durer aux grandes dames des automobilistes. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous reviendrons sur le grand show proposé par Viviane Émigré ce week-end à Paris. L'humoriste a fêté ses 40 ans de carrière sur la scène du Zénith devant une salle comble. Et puis, Hubert Bornil nous parlera dans le JT des communes d'une nouvelle librairie qui vient d'ouvrir ses portes à Ducos, baptisée À nos livres. Elle a pour objectif d'attirer le jeune public. Voilà plus d'un mois que la Guyane a vécu au rythme de grands mouvements sociaux qui a duré plusieurs semaines. Alors, comment a-t-il commencé? Comment la population l'a-t-elle vécu? Et qu'en est-il ressorti? C'est l'objet d'un documentaire qui sera diffusé à 20 h ce soir sur notre antenne, juste après la tranche info. Son titre, Guyane, état d'urgence. Voyez un extrait de ce qui vous attend. Ils sont armés, nous on n'a pas d'armes. Nous pas venus pour faire des ordres, nous pas venus pour agresser les gendarmes. Il faut des milliards ici pour développer notre département. Faut qu'on décolle, bon Dieu. Un dialogue serein, républicain, à visage découvert. Leur priorité, c'est pas notre santé, leur priorité, c'est pas nos enfants, c'est pas l'éducation. Voilà, leur priorité, c'est que de lancer leur fusée. Nous faisons le point afin que le monde entier puisse voir qui nous sommes en Guyane. Et pour savoir comment la Guyane s'en remet aujourd'hui, nous retrouvons tout de suite en duplex le rédacteur en chef d'ATV Guyane, Kerwin Hansid. Kerwin, bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir, le documentaire retrace plus d'un mois de conflit en 43 minutes. Alors, comment ont été sélectionnés les temps forts déjà?
vous imaginez bien que choisir donc, des images sur 5 semaines donc, de conflit, ça a été complètement difficile. Mais il fallait quand même raconter une histoire, donc raconter ce qui s'est passé en Guyane pendant ces quelques jours, ces quelques semaines. Donc il fallait choisir donc, des images surtout fortes, celles qui ont marqué les Guyanais pendant toute cette période. Donc il y a eu un travail éditorial qui a été fait par, notamment en Guadeloupe pour choisir les images qui allaient retracer donc, ces événements de manière chronologique. Donc c'est une façon pour ATV donc, de rentrer dans une nouvelle ère donc, avec des documentaires, c'est l'un des premiers de la maison. Et la Guyane donc, a ouvert le bal sur ces histoires, donc Guyane, état d'urgence, sur ces 43 minutes. On a ces 1 mois et demi de grève, de blocage et d'histoires racontées dans ce documentaire. Donc on l'a vu, hein, vous avez vécu au rythme de ce mouvement social général. Un mois plus tard, quel est l'état d'esprit de la population? Je pense que les Guyanais, ils ont l'impression de vivre entre, je sais comment on peut dire ça, entre deux événements, puisque les accords de Guyane ont été signés le 21 avril dernier. Mais on a quand même eu pas mal de soubresauts. Donc, depuis, il y a eu le port qui a été paralysé pendant une semaine. Depuis 64 jours, il y a l'hôpital de Cayenne qui est bloqué. Il y a eu EDF qui était bloqué. Donc, EDF qui était à l'origine du blocage de Guyane. Donc, ils ont signé il y a une dizaine de jours. Mais il y a pas mal de petits mouvements qui naissent, qui disparaissent comme ça. Donc, les Guyanais, ils ont vraiment l'impression de vivre en suspens. Et juste un titre d'exemple, donc l'hôpital est en grève depuis 64 jours maintenant et les gens se posent la question de savoir est-ce qu'il y aura d'autres blocages. Vis-à-vis de l'État, il y a un silence donc, qui gêne beaucoup puisque l'hôpital se trouve dans un état de délabrement donc, très avancé et les gens, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à descendre dans la rue parce que la santé, ça concerne tout le monde. Donc je sais qu'il y a le sénateur de la Guyane, Antoine Karam, qui a essayé de raisonner quelques-uns hier soir et aujourd'hui on attend des réponses de Paris. Et peut-être si ces réponses ne viennent pas d'ici ce soir ou demain, on pourrait assister donc à d'autres revirements. Mais est-ce que vous avez l'impression que ce mouvement a vraiment servi à quelque chose? On sait qu'environ 2000 chefs d'entreprise ont dû proposer le chômage partiel à leurs employés. Est-ce qu'il y a quand même des éléments positifs qui en ressortent? Je pense qu'il a un peu de tôt aujourd'hui de se prononcer donc, parce qu'on se trouve à un peu plus d'un mois après la signature donc, de l'accord de Guyane. Mais je pense que les Guyanais, ce qu'ils retiennent pour le moment donc, de tout ça, c'est cette belle solidarité qu'on a connue pendant 5 semaines. Mais après, il y a encore beaucoup de choses qui restent en suspens. Donc, il y a les entreprises en difficulté, il y a du chômage technique partout. Donc, du coup, les gens se posent la question de savoir est-ce que le mouvement a eu beaucoup de bénéfices ou pas. Mais je pense que c'est dans quelques semaines qu'on pourra vraiment tirer donc, des conclusions de ce mouvement. Puis comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas si les choses vont repartir parce qu'on est dans une situation assez difficile aujourd'hui avec l'hôpital. Je pense que l'hôpital bloque, en tout cas, cristallise pas mal de tensions. Donc on ne sait jamais, peut-être demain, peut-être dans une semaine, les Guyanais seront à nouveau dans la rue. Donc il est un peu tôt donc, de tirer des conclusions donc, sur ce mouvement. Et est-ce qu'on sait aujourd'hui ce que sont devenus les 500 frères qui ont été des figures marquantes de ce conflit? Bon, aujourd'hui, on a 2 groupes. Donc les 500 frères se sont scindés donc, dans les 500 frères. Et après, il y a les grands frères aussi. Donc il y a eu un peu de bisbille dans le groupe. Et donc du coup, aujourd'hui, il y a 2 groupes qui ont la même vision, donc, mais qui étaient fâchés et qui, la semaine dernière, se retrouvaient dans une même réunion. Donc, on peut penser que les choses vont s'améliorer. Donc, aujourd'hui, il y a les 500 frères et les grands frères. Voilà. Merci à vous, Keawin. Merci. Et nous revenons maintenant sur l'actualité de la Martinique avec un coup d'œil sur le rendez-vous que beaucoup attendent pendant les grandes vacances, le Tour des Yoles. Le parcours a été dévoilé ce matin en conférence de presse. La programmation est prévue cette année du 30 juillet au 6 août. Avant cela, la Yole Robertine UFR fêtera son anniversaire, 40 ans, qui seront célébrés ce dimanche dans la baie du Robert. 2 courses sont prévues pour l'occasion et elles serviront de 6e étape du championnat du Tour des Yoles. Voyez les précisions recueillies par Alvin Courcy, les précisions du président de l'association des Yolewondes de Martinique. Nous allons profiter justement pour
présenter le profil de la 33e édition du Tour de la Martinique d'Irlande qui va partir de Fort-de-France du 30 juillet au 6 août avec des étapes qui vont passer dans les différentes villes avec le départ à Fort-de-France, des Anses d'Arlé, du Marin, du Vauclin, du Robert, de Trinité, de Saint-Pierre pour revenir à Fort-de-France. Nous allons vous présenter le Grand Prix UFR 40 ans. C'est une manifestation que nous mettons en place avec notre partenaire UFR pour fêter ses 40 ans sur le support de la Yole Ronde. D'autant que nous avons une Yole qui porte les couleurs du UFR avec un bon programme que nous avons mis en place, 2 courses de Yole, une course à 2 voiles, une course à la misaine et puis beaucoup d'animations dans la ville de Robert avec un village et puis des animations pour les enfants et également faire gagner un certain nombre de lots avec des jeux que nous avons mis en place pour l'ensemble de tous ceux qui vont venir avec nous. Et puis, c'est une occasion également pour nous de revenir dans la baie de Robert avec 2 belles courses. Nous sommes à la 6e journée du championnat avec actuellement en tête justement la Yole UFR qui tâchera justement à travers ses 40 ans UFR de garder la tête de ce championnat. Sport toujours avec un retour sur les manifestations qui ont ponctué le week-end. Il a été marqué par le sacre de l'USC Citron chez les femmes et de l'Étoile de Gondo au masculin en handball. En football féminin, le RC Saint-Joseph a été sacré champion de Martinique et en rugby, l'US Robert a remporté la Coupe de Martinique. Retour sur un week-end de sport avec José Le Chertier, Marc-Olivier Dream, Clément Marajo, sans oublier le plus grand sportif, Caril Chassol. En handball masculin, l'Étoile de Gondo conserve son titre. En 2 matchs, les Lamartinois ont disposé de Sainte-Anne-Cap 110 et sont sacrés champions de Martinique pour la 3e fois consécutive. Chez les femmes, il a fallu disputer une belle pour départager l'Arsenal et l'USC Citron. Les Foyalaises remportent ce 3e match 26-23 et sont sacrées pour la 2e fois de leur histoire championnes de Martinique. 2 formations qui disputeront le week-end prochain les finalités du championnat de France. En football féminin, la finale du championnat a sans surprise opposé le RC Saint-Joseph au RC Rivière-Pilote samedi soir au Diamant. Une rencontre dominée par les Joséphines qui s'impose logiquement sur le score de 4-0. Les protégés de Joanne Noël réalisent le doublé Coupe Championnat en attendant peut-être un triplé avec la finale le week-end prochain en Guadeloupe du Femilaf. En rugby, la finale de la Coupe de Martinique n'a pas laissé place au suspense. L'US Robert s'est imposé sur le score de 62-6 face à la Gauloise. En cyclisme féminin, la 3e manche du challenge Féroce Girls est revenue à Mélissa Alexandrine du CCV. Elle remporte le contre-la-montre de 9,5 km entre Lance-Figuier et Monésy en 15 minutes et 40 secondes. Enfin, les foulées vauclinoises sont revenues à Thiago Spimola Marquez du club organisateur. Il parcourt les 8 km en 23 minutes et 14 secondes. Un peu de divertissement avant de passer à notre JT des communes. Direction Paris, où Viviane Émigré a fait le show sur la scène du Zénith pour fêter ses 40 ans de carrière. 2 heures de spectacle devant près de 4000 spectateurs. Vous allez le voir, même avec beaucoup d'expérience, quelques couacs ont presque perturbé la grande humoriste, mais la bonne humeur gagne toujours. Regardez ce reportage de Solène Boissy. Plus tu donnes, plus tu reçois. Je n'arrête pas de dire ça. Merci. Merci, mon femme. Une salle en ovation pour Zéphérine, Chou ou encore Ketchupine, les personnages phares des sketchs de Viviane Émigré. Pourtant, à peine 1 heure plus tôt, la soirée n'était pas si bien partie. Il est 14 h, c'est déjà 1 heure de trop sur les dernières répétitions. Et pour couronner le tout, les derniers réglages techniques ne sont pas ajustés. Il faut rentrer vers la fin de Yasmina en fait. Est-ce que tu j'attendais que tu me... Ah, que je te dise? Oui. Mais dehors, la foule commence déjà à rentrer et tous ont beaucoup d'attentes pour ce soir. Patricia a déjà eu la chance de la voir sur scène en Guadeloupe. Ça fait 1 an qu'elle attend ce moment. Je m'attends à un spectacle plus grandiose que les autres, meilleur que l'année dernière et qu'elle nous fasse vivre ses 40 ans de carrière. Et ça, je lui fais confiance pour ça. Pour Gwenaëlle, c'est la première fois, alors forcément, elle attend beaucoup de ce spectacle. Il y a longtemps que je voulais la voir. Elle est déjà venue, mais j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Donc là, c'est les 40 ans, je sais que je vais m'éclater, ça va durer. Juste avant de monter sur scène, la pression monte. Mais une fois face au public parisien, tout disparaît.
Pendant 2 bonnes heures, les rires ont résonné dans la salle. Un rendez-vous qui compte beaucoup pour elle, avec des spectateurs particulièrement réceptifs. Là, je retrouve Guyane, Martinique et Guadeloupe, tout le monde dans un même lieu. Donc voilà, ils ne sont pas différents, hein. Ils sont plus chauds parce qu'ici il fait froid, donc on a besoin de chaleur. Donc quand on se retrouve comme ça, voilà, ils sont plus chauds. Ce spectacle est le début d'une tournée qui prend forme. Les prochaines dates ne sont pas entièrement définies, mais à la rentrée, elle donnera un spectacle en Martinique et en Guadeloupe. Votre nom, s'il vous plaît, madame? Il y aurait les petits jeunes jambes. Et c'est le moment de nous rapprocher un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Ducos avec une nouvelle librairie qui vient d'ouvrir. Son nom, À nos livres. Il s'agit de l'aboutissement de rêves mûris depuis de nombreuses années par une femme résidant depuis plus de 30 ans en Martinique. Hubert Bornil et Valérie Vincent l'ont rencontré. Regardez. On est vraiment dans le monde merveilleux de l'enfance, de la lecture. Alors j'ai trouvé des petites choses intéressantes comme ça. La Belle et la Bête, là c'est l'audio-livre, il raconte tout simplement le livre. Et puis pour les parents qui sont parfois fatigués de raconter, répéter l'histoire, il y a cet appareil qui peut vous remplacer tout simplement. Et puis toute l'histoire de Star Wars. Enfin, j'ai retenu ça encore au rayon adulte, livre de poche, Nelson Mandela, Non à l'apartheid, ou encore Rosa Parks. On trouve aussi de belles histoires, Gandhi, Jean Jaurès, bon, voilà. C'est d'abord le nom qui interpelle. Un clin d'œil à notre charmant petit lézard, l'anoli, une créature du reste assez sympathique faisant partie de notre environnement quotidien. Et puis une fois entré, on est vite séduit par le côté coloré, chaleureux et accueillant de la librairie. Les gens aiment beaucoup parce que c'est beau, ils découvrent beaucoup de nouveautés que peut-être qu'il n'y a pas ailleurs, parce qu'il y a énormément de choix. Nathalie est libraire depuis une trentaine d'années et cet endroit représente pour elle l'aboutissement d'un grand rêve, un monde merveilleux où l'enfant est roi. Ils rentrent, ils font d'abord waouh. Leur première impression, c'est de dire waouh, c'est magnifique. C'est maman, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ils découvrent les choses qu'ils ne trouveraient pas ailleurs. Les adultes aussi peuvent trouver leur bonheur ici. Il y en a pour tous les goûts, la BD, les mangas, les romans poches. En ce qui me concerne, je préfère offrir un ouvrage à un enfant qu'un jouet, parce que tout simplement au niveau de la culture, c'est plus intéressant. Et puis avec Internet qui est très développé, c'est vrai que les enfants ont moins tendance à lire. Et enfin, un livre papier en tout cas, et moi je préfère le support papier en ce qui me concerne. Bonne nouvelle, à l'ère du numérique, la lecture semble encore séduire. Ici, on a même pensé à vous installer un espace pour la lecture. Les enfants aiment toujours lire, ça, et ils dévorent même les livres. Et les parents, des fois, au niveau budget, ne suivent pas derrière, puisqu'ils lisent les livres très vite en 2-3 jours. J'ai passé un agréable moment dans cette librairie. Là, je reviens tout juste du club de lecture. Et puis, je vous invite déjà à retenir vos places pour la séance de lecture de l'auteur. Elle sera ici, Fabienne Valérie Christophique, qui va nous présenter Histoire d'enfance dans tant longtemps. Ça sera le mois prochain. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Des travaux sont à prévoir ce soir à partir de 21 h au Lamentin sur la RD 15. Il s'agit d'un ouvrage de mise hors d'eau entre les giratoires de Mao et de Petit Pré qui devrait durer jusqu'à mercredi de 21 h à 5 h du matin. Une déviation sera mise en place vers la route départementale numéro 14 à Cajou et vers l'autoroute A1. Des travaux prévus également à Rivière-Pilote. Il s'agit de travaux de poste de garde du corps sur le pont de la Rivière-Pilote à partir de ce soir jusqu'au vendredi 16 juin. La circulation sera réglementée par des feux tricolores sur la RD 18 au quartier Lourdes. La vitesse sera limitée à 30 km/h. Information pratique pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné de 9 h à 14 h sur le parking du centre commercial Le Rond-Point à Fort-de-France. Une équipe sera également à votre disposition de 9 h à 16 h à la Maison du Don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec Antje Peya. À tout de suite.